Ils prétendent en défendre la démocratie et la liberté, mais en réalité ils forment secrètement des escadrons de la mort, renversent des gouvernements et font taire ceux qui s'approchent trop de la vérité. Ils se disent défenseurs des droits de l'homme, mais ont joué un rôle clé dans l'emprisonnement de 30 ans. Ils jurent de protéger la nation, mais ont été accusés de trafic de drogue, de manipulation des médias, et même d'éliminer leurs propres agents lorsqu'ils en savent trop. Mais sous tout cela se cache un réseau de secrets si sombre qu'il n'était jamais censé être découvert. Bienvenue à The Infographics Show. Aujourd'hui, nous exposons les documents de la CIA les plus choquants qui ont fuité, des fichiers qui n'étaient jamais censés voir le jour. Numéro 10, Assassinat 101. Quand l'emprisonnement ne suffit pas, des mesures plus extrêmes doivent entrer en jeu. Assassinat. Le premier document déclassifié que nous allons examiner aujourd'hui, parmi beaucoup d'autres, s'intitule Une étude sur l'assassinat. Écrit en 1953 pour la formation de la CIA, le document a révélé l'art des assassinats secrets. En Amérique latine, l'agence s'apprêtait à renverser des gouvernements pour étendre le pouvoir et l'influence des États-Unis dans la région. Philip Agee, qui a passé 10 ans à faire le sale boulot de la CIA dans cette région, a plus tard dénoncé et dit que des millions de personnes dans le monde entier avaient été tuées, ou du moins avaient eu leur vie détruite par la CIA. Je ne pouvais pas rester inactif. Un fondateur de la CIA, Miles Copeland Jr., a déclaré que le livre d'Agee était un compte rendu des plus complets du travail d'espionnage jamais publié. Il détaille tout. Comment travailler avec des escadrons de la mort de droite, contrôler les médias, propager de la désinformation et s'assurer que votre dictateur choisi accède au pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé au Guatemala. La CIA elle-même l'a admis, en déclassifiant certains, mais pas tous, des fichiers en 1997, dans le cadre d'un soi-disant effort pour faire la lumière sur le coup d'État guatémaltèque de 1954, connu sous le nom d'opération PB Success. Retour aux documents sur l'assassinat. Il décrit deux types de meurtres, les assassinats sûrs, effectués par des agents formés, et les assassinats perdus, où quelqu'un est manipulé pour éliminer une cible, avec l'intention explicite qu'il mourra dans le processus. Au fait, un agent n'est pas ce que vous pourriez penser. Ils ne sont pas directement employés par la CIA, ils sont plutôt des atouts, des personnes recrutées par les officiers de la CIA pour servir un but. Un policier, un étudiant, un journaliste, ou même un criminel peut être un agent. Ils ne savent souvent même pas qu'ils sont manipulés par la CIA. Selon Agee, dans les pays pauvres, les gens peuvent presque toujours être achetés avec des dollars États-Unis. Les officiers de la CIA, souvent diplômés de l'Ivy League, ne feront presque certainement pas le travail le plus sale eux-mêmes. Quant à l'assassin perdu, le document stipule que le public américain devrait entendre qu'il est, je cite, un fanatique, et qu'il est instable psychologiquement. La politique, la religion et la vengeance étant les seules motivations possibles pour le meurtre qu'il a commis. Le manuel dit que les assassinats dirigés par la CIA n'ont pas besoin d'être high-tech, impliquant parfois, je cite, un marteau, une hache, une clé, un tournevis, un tisonnier, un couteau de cuisine, un pied de lampe, ou tout objet dur, lourd et à portée de main suffira. Il a ajouté « Une longueur de corde ou de fil ou de ceinture fera l'affaire si l'assassin est fort et agile. » Mais la section 2 dit que les meilleurs assassinats ressembleront à un accident. Il affirme qu'un accident arrangé, tel qu'un accident de voiture, une overdose ou un incendie criminel, est la méthode la plus efficace. Mais l'une des meilleures est la chute de haut. Le manuel explique que l'accident le plus efficace dans une simple assassination est une chute de 75 pieds, ou plus, sur une surface dure. Les puits d'ascenseur, les cages d'escalier, les fenêtres sans protection et les ponts feront l'affaire. Comme vous le verrez plus tard, ce n'était pas qu'une théorie. Il a presque certainement été mis en pratique sur le sol américain. Un homme qui a connu une fin tragique et suspecte était, selon un procureur de district américain, sur le point de révéler les secrets les plus profonds et les plus sombres de la guerre froide. 9. Cœur et esprit. Il est impossible d'aller simplement tuer tout le monde, ce que la CIA nommait par euphémisme travail humide ou altération de la santé. Parfois, vous devez convaincre les gens de tuer pour vous en les divisant politiquement. Ensuite, vous devez convaincre le public que de mauvais individus se cachent dans le désordre que vous avez semé. Pour réussir, vous devez exceller dans la guerre psychologique et la propagande. Et ne vous y trompez pas, aucune entité dans l'histoire humaine moderne n'a été meilleure en cela que la CIA, pas à l'échelle mondiale. Au Guatemala, la CIA a renversé le président démocratiquement élu Jacobo Arbenz, un homme dont les politiques comprenaient la réforme agraire, le nationalisme économique et en général des politiques de gauche, comme le soutien aux droits de l'homme. Il fut un grand leader pour son peuple, plus tard reconnu comme un visionnaire non violent.
Mais pour justifier sa destitution, la CIA a dû le présenter comme une menace qui ébranlerait l'Occident amoureux de la liberté et de la démocratie, jusqu'à son noyau. Il a été diabolisé dans la presse occidentale comme dangereux, mais la vérité est qu'il avait contrarié les intérêts commerciaux américains. Cela incluait la United Fruit Company, un bon ami du futur patron de la CIA Alan Dulles, et de son frère, le secrétaire d'État John Foster Dulles. Plusieurs pays pauvres, comme le Guatemala, souhaitaient nationaliser leurs ressources naturelles, ce qui impliquait de les retirer aux entreprises occidentales. Et si l'un d'eux le faisait, disait la CIA, les autres suivraient, l'effet domino. La meilleure défense était donc de les traiter de marionnettes communistes. Il y avait parfois un risque que la nation devienne trop proche de la Russie, mais cela était souvent grandement exagéré. La CIA a répandu des rumeurs sur un règne de terreur communiste au Guatemala, qui pourrait se propager dans la région, en utilisant des techniques de guerre psychologique. Des documents déclassifiés révèlent que l'agence menait des opérations secrètes, en utilisant des contacts dans la presse, la radio, l'église, l'armée et d'autres organisations pour propager des rumeurs, distribuer des pamphlets et mener des actions subversives. L'outil principal de la propagande au Guatemala était la radio, une station créée par la CIA appelée la Voix de la Libération. Sous l'opération Sherwood, dirigée par David Atlee Phillips de la CIA, la menace communiste a été exagérée pour semer le chaos et la division. De retour chez lui, John Foster Dulles a dit aux Américains que la situation au Guatemala était grave. Rapidement, le Congrès et les médias américains en discutaient. Le New York Times a affirmé que des armes communistes étaient livrées au Guatemala. Pendant ce temps, le Washington Post a averti que la menace de l'impérialisme communiste n'est plus académique. C'était une pure désinformation orchestrée par la CIA, une exagération grossière qui a parfaitement fonctionné. Cela a dressé les Guatémaltèques les uns contre les autres et persuadé l'Occident que Castillo Armas, un dictateur et futur meurtrier de masse, était l'homme idéal pour gouverner le Guatemala. On espérait qu'il trouverait des preuves du soutien soviétique à Arbenz, mais en réalité, aucun document n'existait. Un des documents de la CIA déclassifié plus tard a montré le plan de la CIA d'assassiner 58 personnes et d'emprisonner faussement 78 autres. Les victimes étaient vraisemblablement des activistes, militaires et politiciens, mais l'anonymisation des noms ne permet pas d'en être certain. Ce sont les choses que nous savons. Lors de son balayage de déclassification en 1997, la CIA n'a ouvert au public que 1400 pages sur 100 000. Selon un auteur américain, le coup d'État de la CIA a été le coup fatal qui a anéanti la jeune démocratie guatémaltèque. Pendant des décennies, le peuple a vécu sous une tyrannie. Environ 200 000 civils ont disparu, ou ont été assassinés dans des massacres, parfois avec une formation et des armes américaines. On l'appelle maintenant parfois le Holocauste silencieux. Malgré tout, le succès de l'opération PB a été vu comme une grande victoire, et il est certain qu'elle serait répétée. Mais parlons d'abord de Nelson Mandela et des événements en Afrique. Numéro 8. Cœur des ténèbres. Nelson Mandela est maintenant reconnu comme l'une des plus grandes personnes du XXe siècle pour son dévouement incessant aux droits de l'homme et au mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud. Cependant, il fut jadis perçu comme une menace pour les intérêts américains. De nombreux documents relatifs à Mandela n'ont pas été déclassifiés, mais certains l'ont été, et ils montrent que la CIA considérait Mandela comme une menace lorsqu'il était un homme libre au début des années 1960. À l'époque, les États-Unis avaient des accords militaires avec le gouvernement de l'apartheid. Partageant la même vision du communisme, l'Afrique du Sud possédait de l'uranium et d'autres minéraux stratégiques d'intérêt pour les États-Unis. Dans une note de la CIA déclassifiée estampillée du mot secret et datée du 25 mai 1961, Mandela était qualifié de probable communiste, qui avait troublantement ravivé les protestations anti-apartheid en Afrique du Sud. On le qualifiait d'organisateur capable qui semble avoir revitalisé le mouvement du Congrès. Le 5 août 1962, alors que Mandela était en fuite, sa voiture a été arrêtée. Il conduisait en se faisant passer pour le chauffeur d'un homme blanc à l'arrière. La police était au courant de cette supercherie. Des décennies plus tard, nous en avons compris la raison. Nous savons maintenant qu'après son arrestation, un agent de la CIA nommé Paul Eckel est entré dans un bureau à Washington et a dit « Nous avons remis Mandela à la branche de sécurité sud-africaine. » Nous leur avons fourni tous les détails, sa tenue, l'heure, le lieu exact où il se trouverait. C'est l'un de nos plus grands succès. Les policiers ont été alertés par un diplomate américain lié à la CIA. Son nom était Donald Ricard. En 2016, 2 semaines avant son décès à 88 ans, Ricard a affirmé ne pas regretter d'avoir piégé Mandela, qu'il qualifiait de « communiste le plus dangereux au monde, en dehors de l'Union des républiques socialistes soviétiques ». Le Congrès national africain
African National Congress, que Mandela soutenait, recevait effectivement à l'époque un soutien financier et militaire de l'Union soviétique. Dans son discours lors du procès de Rivonia en 1964, Mandela a nié l'accusation d'être communiste, mais a exprimé son admiration pour les États socialistes qui soutenaient le mouvement anti-apartheid. Il l'a nié toute sa vie. Mais les archives montrent qu'il avait effectivement rejoint le Parti communiste au début des années 60. Aider à le mettre en prison pendant 27 ans ne semble pas très bien, en 2025, mais c'est beaucoup moins honteux que ce que la CIA a fait dans une autre partie de l'Afrique. L'agence avait prévu d'assassiner Patrice Lumumba, le premier ministre démocratiquement élu de la République démocratique du Congo. Lumumba n'était pas communiste, mais il avait fait l'erreur d'accepter l'aide militaire et économique des soviétiques après que les États-Unis et la Belgique aient refusé sa demande de soutien. Le Congo possédait d'importantes réserves d'uranium, nécessaires au programme nucléaire américain. Il voulait nationaliser ses stocks et réinjecter l'argent dans le pays. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Belgique n'appréciaient pas cela, craignant que Lumumba ne commerce de l'uranium avec les communistes. En 1960, le président américain Dwight D. Eisenhower a autorisé l'élimination définitive de Lumumba. Le patron de la CIA, Alan Dulles, et le chimiste de la CIA, Sidney Gottlieb, de l'infamie Mind Control Ultra, ont élaboré un plan pour l'empoisonner afin de, citation déclassifiée, soit tuer l'individu, soit l'incapaciter si gravement qu'il serait hors d'action. Lors de l'opération Wizard, Gottlieb s'est rendu en Afrique pour donner le poison à Larry Devlin, chef de station de la CIA. Il a ordonné à Devlin de mettre le poison sur la brosse à dents de Lumumba ou dans sa nourriture pour que sa mort ressemble à une intoxication alimentaire. Au final, Lumumba a été capturé et brutalement torturé par les hommes travaillant sous les ordres du futur tyran Mobutu Sese Seko, qui s'était rendu extrêmement riche, jusqu'à 5 milliards de dollars. À un moment, Lumumba s'était caché près d'une station de la CIA à Elisabethville. Le chef a envoyé un câble au quartier général. « Merci Patrice. Si nous avions su ta venue, nous aurions cuit un serpent. » Lumumba a ensuite été assassiné par des forces locales et des mercenaires belges. Les États-Unis, la Belgique et le Royaume-Uni se sont réjouis de l'éviction de Lumumba, bien que John Fitzgerald Kennedy, sur le point d'être investi, aurait pleuré selon les rumeurs. Selon le New York Times, 20 ans après, le complot contre Lumumba illustrait parfaitement la politique américaine incontrôlée. Et comme vous le verrez, à cette époque, être hors de contrôle était la norme. Numéro 7. Juste dire oui. La CIA a-t-elle déjà fait du trafic de drogue, ou du moins aidé et encouragé le trafic de drogue ? C'est la question à $1 trillion, ce que l'agence a toujours nié. Les preuves irréfutables sont difficiles à trouver, mais lorsque l'historien américain Alfred W. McCoy a écrit son livre « La politique de l'héroïne en Asie du Sud-Est », les preuves étaient aussi proches que possible. Il a interviewé 250 personnes dont d'ex-officiers de la CIA, qui ont confirmé être au courant de la contrebande de drogue, en particulier d'héroïne, et l'avoir laissé faire. La France avait agi de même lors de la première guerre d'Indochine au Vietnam. Elle avait des seigneurs de guerre à sa solde qui aidèrent les Français en échange de leur permettre de vendre leur opium. Populaire en Asie, et de plus en plus populaire en Occident, des gangs de Corse prenaient l'opium brut, le transformaient en héroïne, et le vendaient en Europe, et plus tard aux États-Unis, qui menait une version préliminaire de la guerre contre la drogue. L'héroïne affluait aux États-Unis via la French Connection, un réseau de contrebande dirigé par Paul Carbone et François Spirito, que nous reverrons plus tard. Leurs produits étaient ensuite livrés au célèbre mafieux Lucky Luciano. Durant la Seconde Guerre mondiale, la CIA a protégé des figures de la mafia corse pour empêcher les communistes français de gagner trop d'influence à Marseille. Lorsque le Bureau fédéral des narcotiques a sévi contre les toxicomanes, la CIA a accordé l'immunité à ces trafiquants. Selon un rapport parlementaire de 1999, la CIA a secrètement armé le Kuomintang, dans sa lutte contre les communistes chinois. Mais Washington savait exactement dans quoi elle s'engageait. La 93e division, sous le général Limi du Kuomintang, était profondément impliquée dans le commerce de l'opium, contrôlant près d'un tiers de l'offre mondiale et engrangeant d'énormes profits. Une partie de cet argent serait même parvenue à des dirigeants militaires influents à Bangkok. L'académique Peter Dale Scott soutient que sous l'opération Pepper en 1950, le soutien de la CIA à Limi a lancé une histoire de 50 ans de facilitation indirecte et de supervision des forces engagées dans l'expansion massive de la production d'opiacés. Selon lui, quand les États-Unis sont intervenus au Vietnam des années après, la CIA était toujours liée à des politiciens véreux et des seigneurs de guerre locaux. Un pilote américain a avoué que la CIA autorisait et surveillait spécialement les envois d'opium lors des vols vers le sud du pays. À l'époque,
Environ 30 000 militaires américains au Vietnam étaient accros à cette héroïne de haute qualité. Selon les auteurs, la CIA a profité ou au moins ignoré le trafic d'héroïne sur les avions de sa compagnie aérienne Air America. L'homme derrière l'inspiration pour le colonel Kurtz dans le film Apocalypse Now, Tony Poe, a admis cela. Il était à l'époque un célèbre officier des opérations paramilitaires de la CIA, qui avait déjà largué des têtes coupées sur l'ennemi depuis ses avions. Il a expliqué que l'opium était emballé dans des fûts cono d'huile, mis sur des C-47 et transporté par des hommes du Kuomintang en Thaïlande. De là, il était transporté à Hong Kong, transformé en héroïne par des chimistes du Kuomintang, puis vendu aux mafias italiennes et corses. Alors, la CIA a-t-elle fait du trafic de drogue ou fermé les yeux dessus ? Il est fort probable que cela se soit produit dans le Triangle d'Or. Et comme vous le savez, le processus aurait pu être répété à l'avenir avec la cocaïne. Peut-être. La CIA est douée pour couvrir ses traces, mais une lui a échappé. Numéro 6. Toys R Us. Si la CIA a déjà eu une branche Q comme dans les films de James Bond, c'était la division des services techniques. Elle a fabriqué les mécanismes de livraison pour les armes biologiques, révélant une réalité plus sombre que dans les films hollywoodiens. L'un de ces scientifiques en armes biologiques était Charles Cincinnati, un ingénieur de projet au département de la Défense qui travaillait pour la CIA en tant qu'assassin. Vous souvenez-vous que nous vous avons parlé du poison créé pour tuer Lumumba ? C'était réalisé par les mêmes scientifiques qui ont créé les choses exotiques à la division des opérations spéciales à Dietrich. Tout cela est sorti lors des auditions parlementaires dans les années 70. Cincinnati a déclaré avoir fabriqué un pistolet à dard empoisonné, tiré depuis un objet ressemblant à une canne ou un parapluie. La CIA en a commandé 50, bien qu'il ait ignoré leur utilisation. Il a expliqué que les dards traverseraient les vêtements pour pénétrer dans les humains, s'incrusteraient dans la peau, ne laissant aucune trace du dard, alors que l'humain s'effondrerait et mourrait apparemment de cause naturelle. Il a aussi créé une ampoule utilisable dans une pièce normale, mais qui, une fois allumée, exploserait en libérant une arme biologique. Selon Cincinnati, elle pourrait tuer plus de 100 personnes d'un coup. C'était si puissant, a-t-il dit, que l'agence n'en voulait même pas. Éliminer d'un coup 100 politiciens dans un pays ou un autre était peut-être un peu extrême. Il n'est pas étonnant que les gens croient en des théories du complot farfelu, après avoir vu le pistolet à crise cardiaque de la CIA. Le sénateur Frank Church a présenté un projet de loi au Sénat en 1975. Non seulement le public a appris que la CIA espionnait environ 100 000 Américains, mais elle avait un dispositif qui tirait une minuscule pastille congelée de saxitoxine, une substance mortelle qui provient des coquillages et qui tuerait un homme en quelques minutes. Elle fondrait dans la peau, donnant l'apparence d'une mort naturelle, une crise cardiaque, une parfaite assassination pour tout témoin. L'ambiance devient sombre, alors passons à des nouvelles plus légères sur les vampires. Nous reviendrons au meurtre plus tard. 5. American Horror Story Oui. La CIA a utilisé des vampires, bien que pas de vrais. Aux Philippines, la CIA a réalisé que gagner les cœurs et les esprits était souvent plus efficace que de former des escadrons de la mort. L'homme derrière ce projet était Edward Lonsdale, un ancien publicitaire qui comprenait le pouvoir de la guerre psychologique. Le critique de la Central Intelligence Agency, William Blum, a écrit dans l'un de ses livres que l'équipe de Lonsdale a mené une étude minutieuse des superstitions des paysans philippins vivant dans les zones reculées. Leurs traditions, tabous et mythes ont été examinés pour trouver des indices sur les appels appropriés qui pourraient les dissuader de soutenir les insurgés. Une fois, Lonsdale a capturé un soldat ennemi et a fait 2 trous dans son cou, donnant l'impression qu'il avait été saigné par un vampire local, dans ce cas un démon connu sous le nom d'Aswang. Ça a marché, en quelque sorte, selon qui vous demandez. Il a également conçu la campagne de l'huile de Dieu, dans laquelle des yeux menaçants étaient peints sur les huttes en face des hommes soupçonnés d'être des guerrieros. On espérait leur fuite, croyant Dieu les observant. Beaucoup ont fui en voyant l'œil, et ont également entendu des diffusions de malédictions mystérieuses en tagalog. Suite au succès, Alan Dulles, directeur de la CIA, a chargé Lonsdale de répéter l'opération au Vietnam. Cette fois-là, les États-Unis ont tenté d'effrayer les soldats du Viet Cong avec des fantômes. Les soldats superstitieux croyaient que si les corps n'étaient pas enterrés, leurs esprits erreraient. Les ingénieurs américains ont intensifié la guerre psychologique en installant des enregistrements audio au cœur de la jungle. La nuit, des voix effrayantes résonnèrent dans les arbres, murmurant des phrases comme « Rentre à la maison, papa !» Et mes amis, je suis revenu pour vous dire « Je suis mort, je suis mort, je suis en enfer !» Lonsdale, bien conscient de la profonde croyance du Vietnam en les 10 heures de bonne aventure, a conçu une autre ruse psychologique, un faux
Almanach, soi-disant imprimé en 1955. Il prétendait que les astrologues vietnamiens n'avaient prévu que des désastres sous le Viet Minh dans le nord. Les faux astrologues ont prédit que le sud prospérerait. Le livre était si populaire qu'une deuxième édition a été imprimée. D'accord, le plaisir est terminé. Numéro 4. La torture par altération extrême de la santé et la CIA remontent à loin. Tels des jumeaux inséparables et partenaires dans le crime, ils ont formé la brutale police secrète iranienne avec des méthodes pour torturer les femmes, et orchestré le tristement célèbre programme Phénix du Vietnam. Les empreintes de l'agence sont partout. Puis est venu le rapport parlementaire de 1993 qui a révélé une vérité stupéfiante. 60 000 dictateurs latino-américains, opérateurs de escadrons de la mort et assassins, ont été formés à l'école des Amériques, basée aux États-Unis. Une fois lâchés, ils ont mené une répression brutale à travers l'Amérique du Sud sous l'opération Condor, écrasant, et nous entendons par là écrasant, la descente civile au Brésil, en Argentine, au Chili, au Paraguay, en Uruguay et en Bolivie. Des dossiers déclassifiés révèlent que la CIA savait exactement ce qui se passait, y compris le fait que le criminel de guerre nazi Klaus Barbie, le tristement célèbre boucher de Lyon, était en Amérique du Sud, aidant les dictateurs à régner par la terreur. Les dossiers révèlent que le Counter-Intelligence Corps, le renseignement de l'armée américaine, avait aidé Barbie à quitter l'Allemagne via une ligne de fuite. Mais concentrons-nous sur l'Indonésie, un pays où certaines des pires violations des droits de l'homme de l'histoire ont eu lieu, souvent aidées et encouragées par la CIA. L'agence et ses alliés européens voulaient éteindre le leader Sukarno. Il n'était pas communiste, mais il n'était pas non plus anticommuniste, ce qui posait problème. Il était aussi un nationaliste désirant mettre fin au colonialisme et réclamer les ressources nationales de son pays. Il s'agissait de pétrole, de gaz, d'or et de mines de cuivre très précieux, de bois et de vastes plantations. Un mémorandum, partiellement déclassifié en octobre 2011, examinait tous les millions ou milliards qui seraient été perdus sous la nationalisation indonésienne. Sukarno devait partir, et il est parti en hurlant. Des enquêtes ont révélé que la CIA avait planifié son exécution, mais n'était jamais allé très loin, une opération où, comme toujours, les Britanniques s'étaient prêts à aider si besoin. Au lieu de cela, l'agence a soutenu les ennemis internes de Sukarno, formé leurs escadrons de la mort, et le résultat a été l'assassinat de demi-million à 2,5 millions d'Indonésiens. Beaucoup ont été brutalement torturés, souvent devant leurs familles hurlantes, qui étaient parfois les prochaines sur la liste. Des choses terribles que nous ne décrirons pas sont arrivées aux femmes, pendant que la CIA recevait régulièrement des mises à jour sur les progrès. Human Rights Watch a écrit plus tard la publication, le 17 octobre 2017, par l'organisation américaine non gouvernementale de transparence publique, National Security Archive, de 39 documents de l'ambassade des États-Unis à Jakarta montre que le personnel diplomatique américain était pleinement conscient de l'ampleur et de la sauvagerie des tueries de 1965-66. Ces fichiers contenaient des communications du département d'État détaillant le massacre et les tueries indiscriminées perpétrées par l'armée indonésienne dans sa mission pour nettoyer complètement le pays des communistes, ou de toute personne simplement soupçonnée de sympathie de gauche. Un câble de consulat américain déclassifié en 1965 disait que tuer des gens était considéré comme comparable à tuer des poulets. La CIA ne déclassifie toujours pas la plupart de ses fichiers sur ce qui s'est passé. Nous savons que l'agence donnait des listes de morts aux escadrons de la mort paramilitaire, contenant les noms des personnes dont la santé devait être modifiée. Pendant ce temps, sous le nouveau tyran indonésien Suharto, salué comme une lumière brillante en Asie par un éditorial du New York Times, des économistes formés aux États-Unis ont veillé à ce que son régime respecte les bonnes règles. Quand l'Indonésie a adopté le néolibéralisme, les entreprises occidentales en ont bénéficié. Cela ne veut pas dire que le néolibéralisme était entièrement mauvais, ou que le régime était entièrement mauvais pour le peuple. C'est compliqué, mais le massacre que la CIA a soutenu était d'une horreur sans précédent. Pendant ce temps, les Américains lisaient le magazine Time, qui leur disait que la révolution était, je cite, la meilleure nouvelle pour l'Occident en Asie depuis des années. Un ancien officier de la CIA a plus tard admis que c'était l'un des pires massacres de masse du XXe siècle, bien qu'on l'ait appelé un trou noir de l'histoire, parce que nous avons tendance à ignorer cette conséquence la plus laide et violente de l'impérialisme. Pourquoi donc, lorsque ces événements surviennent, le public occidental ne dit-il pas stop ? Vous pouvez en partie blâmer les médias, le pire meilleur ami de la CIA. 3. Pour ne pas tuer un oiseau moqueur. Lorsque les choses ont commencé à se défaire, les enquêtes parlementaires dans les années 70 ont révélé un aspect de la communauté du renseignement américain que beaucoup n'avaient jamais imaginé. Une force beaucoup plus sombre et insidieuse opérant dans l'ombre. C'est à ce moment
que le public a découvert l'opération Mockingbird, expliquant pourquoi ils avaient été gardés dans l'ignorance si longtemps. Le comité de l'Église a déclaré que des dizaines de journalistes américains et des centaines à l'étranger étaient payés par la CIA pour rédiger des articles favorables à l'agence sur la géopolitique. Les gens ont également appris que la CIA était derrière Radio Free Europe et Radio Liberty, qui diffusaient des informations anti-soviétiques dans le bloc de l'Est. L'agence avait infiltré ou possédé des magazines littéraires, des organisations étudiantes, des mouvements artistiques, des maisons d'édition, des groupes religieux et même des studios hollywoodiens. C'est alors que nous avons appris à propos de Frank Wisner, le directeur du bureau de coordination des politiques. Son soi-disant puissant Wurlitzer, une machine de propagande de la CIA, a pris le contrôle de divers journalistes à la maison et à l'étranger. Après son effondrement et sa mort, Cord Meyer de la CIA a repris la propagande médiatique. Mockingbird était bien plus grand que ce que le Congrès nous avait dit. Un exposé de 25 000 mots dans Rolling Stone a révélé qu'environ 400 membres de la presse américaine avaient été payés par la CIA, travaillant pour à peu près tous les grands médias, y compris The New York Times, Washington Post, Columbia Broadcasting System et Newsweek. Selon le rapport, les pires médias aux États-Unis étaient de loin The New York Times, Columbia Broadcasting System et Time Incorporated. Un exemple frappant. Un brief de la CIA aurait été publié presque mot pour mot, sous la signature d'un chroniqueur du Times. La CIA s'est infiltrée dans presque tous les coins des médias. Correspondants, chroniqueurs, commentateurs de télévision, pigistes, reporters, rédacteurs et éditeurs. Selon Rolling Stone, même les photographes, le personnel administratif des bureaux de presse étrangers et les membres des équipes techniques de diffusion étaient sur la liste de paie de l'agence. Selon l'article, la CIA a longtemps considéré les médias américains comme étant sous son influence. Le New York Times a lancé sa propre enquête et, à son crédit, a admis qu'il était l'une des principales publications qui avait été infiltrée. C'est également à ce moment-là que nous avons appris l'amitié étroite entre le directeur de la CIA, Allen Dulles, et le fondateur de Life et Time Magazine, Henry Luce, qui, comme Dulles, croyait en un siècle américain, qui serait assuré par tous les moyens nécessaires. Nous savons également grâce à des documents déclassifiés que la CIA a approché des écrivains bien connus, qui auraient pu écrire des livres de la manière dont la CIA voulait qu'ils sonnent. William Pepper, l'avocat de la famille de Martin Luther King, a affirmé qu'un de ces hommes était George E. Pepper a affirmé que Macmillan a écrit un livre en faveur de la CIA concernant l'assassinat de King. La femme de Macmillan, Priscilla Johnson Macmillan, journaliste en Russie et auteur de livres sur Lee Harvey Oswald, a été interviewée par Cord Meyer, chef de la propagande de la CIA. Des documents déclassifiés révèlent qu'elle a rencontré des agents de la CIA à plusieurs reprises au cours de sa vie, bien qu'elle n'ait pas décroché le poste. Un tel document daté du 11 décembre 1962, numéroté 17456, classé secret et rédigé par Donald Jameson de la CIA, porte les lettres « Action clandestine » de la Russie soviétique en haut, ce qui est censé signifier « Action clandestine de la Russie soviétique ». Elle était Priscilla Johnson avant de se marier. Jameson a écrit à ses supérieurs de la CIA qu'il pensait pouvoir inciter Mademoiselle Johnson à rédiger les articles souhaités. Cela demandera plus de communication, mais je crois qu'elle pourrait être convaincue. Je pense qu'elle voudrait nous aider de plusieurs manières, mais il faut éviter qu'elle se sente utilisée comme un outil de propagande. Le 5 février 1964, un autre document indiquait qu'elle avait eu une réunion de 11 heures avec Gary Quaid de la CIA. Voici le mémo le plus mystérieux et fascinant de la CIA que nous ayons jamais vu. Numéro 2. Une chute de 75 pieds ou plus sur une surface dure. MKUltra est tristement célèbre, mais ce n'était qu'une partie d'une opération de contrôle mental de la CIA de plusieurs décennies. S'étendant de la fin des années 40 à 1973, ces programmes ont impliqué des abus horribles à la fois contre les Américains et les ressortissants étrangers. Les expériences étaient si extrêmes que le directeur de la CIA, Richard Helms, a pris la mesure sans précédent d'ordonner la destruction de tous les documents. Pourtant, environ 20 000 fichiers ont survécu, oubliés dans un bureau hors site. Lorsqu'ils ont été découverts lors d'enquêtes parlementaires, ils ont révélé les efforts de la CIA pour créer de véritables candidats mandchouk en utilisant l'hypnose et des drogues puissantes comme le lysergique acide diéthylamide et le benzylate de 3-kinuclédinyl qui provoquaient des hallucinations psychotiques de plusieurs jours. Un document demandait même « Pourrions-nous saisir un sujet et le faire écraser un avion, dérailler un train, etc. » Un autre du projet Artichaut détaillait une tentative de lavage de cerveau d'un officiel étranger pour assassiner une cible politique. Un mystérieux mémo de la Maison-Blanche a refait surface, lié à la mort suspecte du scientifique MKUltra Frank Olson. Le mémo contenait une liste de noms, y compris Pierre Lafitte et François Spirito.
Spirito était une figure clé de la French Connection, tandis que Laffitte, de son vrai nom, Jacques Vonnier, était son associé de la mafia corse. Des documents déclassifiés et des témoignages révèlent que Laffitte travaillait sous couverture pour le Bureau fédéral américain des stupéfiants, ou Federal Bureau of Narcotics, sous George Hunter White, le même homme qui dirigeait les expériences MK-Ultra, dosant des personnes sans méfiance avec du lysergique acide diéthylamide. Laffitte a ensuite rejoint White dans le projet Midnight Climax de la CIA, où des prostituées droguaient des clients pendant que des agents observaient à travers des miroirs sans teint. Mais la portée de Laffitte allait au-delà du Federal Bureau of Narcotics. Il a travaillé avec le Federal Bureau of Investigation, servi dans le renseignement de l'armée américaine durant la Première Guerre mondiale, puis a opéré pour l'Office of Strategic Services, précurseur de la CIA pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu plus tard un agent de la CIA et a même été impliqué dans des discussions sur l'assassinat de Patrice Lumumba au Congo. En bref, Laffitte était à la fois un agent de renseignement de carrière et un criminel. Il aurait également été dans la pièce lorsque le scientifique de Mind Control Ultra, Frank Olson, est tombé à sa mort d'une fenêtre du 13e étage de l'hôtel Statler à New York à 2h30 du matin le 28 novembre 1953. Le directeur de l'hôtel a ensuite reconnu Laffitte comme étant le groom en service, sous le nom de Gene Martin. Après la mort d'Olson, Laffitte a disparu. Un opérateur téléphonique a plus tard surpris un appel glaçant entre le collègue d'Olson, Robert Lashbrook, et un autre homme. Lashbrook a dit qu'il était parti. La réponse fut que c'était dommage. L'appel a été retracé jusqu'au Dr Harold Abramson, un collaborateur clé de la CIA dans la recherche sur le lysergique acide diéthylamide. Des années plus tard, le corps d'Olson a été réexaminé, révélant qu'il avait été frappé à la tête avant son soi-disant saut. Plus étrange encore, il aurait soi-disant sprinté à travers une pièce sombre, esquivant les meubles, sauté à travers une fenêtre fermée et rideauée, tourné en l'air et atterri sur son dos. Olsen avait été l'un des meilleurs scientifiques de la CIA à Fort Detrick, spécialisé dans les armes biologiques à base d'aérosols comme l'anthrax et l'encéphalomyélite équine vénézuélienne. Des documents révèlent qu'il avait été témoin de manière régulière d'interrogatoires horribles et brutaux dans des planques de la CIA en Europe, d'expériences de contrôle de l'esprit et de séances de torture où les hommes mouraient souvent dans l'agonie. Peu avant sa mort, il a avoué à sa femme avoir fait une terrible erreur et confié à un ami avoir vu trop d'horreurs. Il démissionnait. Il a été considéré comme un risque pour la sécurité, après qu'un médecin britannique a noté qu'il montrait des signes de vouloir révéler ce qu'il avait vu. Ce document d'identité mentionnait aussi l'incident de Pont-Saint-Esprit. En 1951, environ 250 personnes dans le petit village français de Pont-Saint-Esprit ont soudainement souffert de délires extrêmes et d'hallucinations qui ont duré plusieurs jours. Un homme pensait être un avion et a sauté par la fenêtre, se cassant les jambes. Des témoins ont rapporté des zombies sortant du cimetière et du sang coulant du plafond. Un homme s'est noyé pensant avoir des serpents dans l'estomac. Le village a sombré dans la démence, faisant des victimes. Des dossiers déclassifiés placent Olson et d'autres agents de la CIA en France à l'époque. Certains scientifiques ont plus tard accusé l'empoisonnement par l'ergot dans le pain, arguant que le lysergique acide diéthylamide seul n'aurait pas pu causer de telles réactions prolongées, mais pour certains, cette explication reste insatisfaisante. L'attaque du métro de New York. Nous savons maintenant, grâce à des documents déclassifiés et des témoignages qu'en juin 6, 1966, un groupe de scientifiques de l'armée américaine travaillant avec la CIA est descendu dans le métro de New York. Certains d'entre eux portaient des ampoules remplies d'une substance biologique, et d'autres portaient des machines de test. Le plan était de briser les ampoules et de libérer 175 grammes de bactéries Bacillus subtilis, des trillions de bactéries. C'était comme une attaque digne d'un film Marvel. Aucune des nombreuses personnes présentes n'ayant été sollicitée pour donner son autorisation, cela constituait une violation flagrante du code de Nuremberg. Quand l'incident a été révélé dans les années 70, on nous a dit que la bactérie était inoffensive, ce qui s'est avéré inexact. Certaines souches peuvent produire des toxines nocives. Ils sont tous considérés comme des pathogènes maintenant, a dit un scientifique à Business Insider. Selon l'Académie nationale des sciences, la bactérie est rarement mortelle chez l'homme, mais des cas mortels ont été rapportés, ce qui n'est guère rassurant pour nos téléspectateurs américains. Les résultats du test ont été publiés dans un article intitulé « Une étude de la vulnérabilité des passagers du métro de New York à une attaque secrète avec des agents biologiques ». Seulement 5 minutes après la libération de trillions de bactéries à la station de la 23e rue, elle s'était déjà propagée à toutes les stations entre la 14e et la 59e. Un voyageur très rapide. Ceci était bien sûr une excellente nouvelle en termes de potentiel d'armes, bien que qui sait si la CIA a déjà fait quelque chose comme ça contre un pays ennemi. Quel pensez-vous être le secret de la CIA le plus choquant jamais divulgué? Croyez-vous que nous avons découvert le pire?
Ou y a-t-il une vérité encore plus sombre, toujours cachée? Laissez vos pensées dans les commentaires. MKUltra était bien plus grand que ce que vous avez entendu aujourd'hui. Alors maintenant, vous devriez regarder l'histoire complète dans MKUltra Inside the CIA's Secret Mind Control Experiments, ou jeter un œil à pourquoi la CIA a embauché des nazis.